Parlait qu'il était question d'artistes ouvriers. Ouais, voilà, c'est un concept nouveau ou c'est quelque chose qui est en train un petit peu de se propager dans l'inconscient collectif? C'est notre image de marque et de fabrique, parce que c'est une réalité. On fait du théâtre de rue, des établissements dynamogènes, on existe depuis plus de 15 ans. Et on a la spécificité de faire beaucoup de machines à musique, donc de mécanismes plus ou moins complexes. Et avec la gageure, après, avec ces machines, de réussir à leur rendre une âme, quelque chose comme ça, quelque chose d'un petit peu poétique, qui permet de jouer avec les musiciens et d'être à égal avec l'homme. Disons ça comme ça, quoi. Ça revisite un petit peu aussi la notion de spectacle de rue aussi, d'un point de vue général. Ah, mais j'allais rebondir sur artiste ouvrier, c'est aussi qu'on joue autant de la musique que du poste à souder et du combiné à bois. Voilà, donc ça se mélange pas mal dans la compagnie, ça. Alors peut-être serait-il bon d'expliquer à nos téléspectateurs ce concept qu'on va peut-être avoir du mal à trouver dans un dictionnaire, c'est le cymbalobillette, c'est ça? Ah, donc la cymbalobillette, ouais, ça fait partie de l'actualité, puisqu'on va jouer à Lédignan là, dans une dizaine de jours pour le carnaval. La cymbalobillette, c'est une batucada mécanique avec juste 2 artistes ouvriers, comme on en parlait. Donc dans la compagnie, on est une quinzaine, mais là, pour le coup, il y a juste 2 artistes ouvriers qui manipulent cette machine, qui peut déambuler dans les rues, et juste à la force du mollet, avec un système de vélo, de cam, de ressort, etc., ça réussit à faire une rythmique de samba. Et ça marche pour de vrai, parce que je sais qu'il y a vos collègues qui sont venus hier à l'atelier pour enregistrer ça un petit peu, donc vous pouvez avoir la preuve en son et en image que je vois là. Quasi une batucade mécanique, serait-on tenté de dire. On ne vous engage pas peut-être pour des fois fournir des ressources d'énergie en plus de la musique, non, des fois? Bon, on peut faire ça aussi, on peut monter ça sur un générateur et produire de l'électricité. Ça nous est arrivé là pour justement la compagnie Beauparleur, là, qui sont des collègues ni moins, qui ont fait un spectacle où il y avait une sorte de génératrice à pédales qu'on a fabriquée pour eux. Un genre de cuisine à pédales, oui. Quel est le contact justement avec les spectateurs qui peuvent être parfois un petit peu désorientés devant ce genre de machine ou cette forme d'expression artistique dont ils n'ont pas peut-être forcément l'habitude? Ben, si on parle juste, tu me coupes, sinon... Ouais, non, désorienté, non. Curieux, amusé, bon, parce qu'il y a pas mal de poésie, il y a aussi des êtres humains dans ces machines. Non, ils sont désorientés, on n'en a pas trop vu, non. Non, après, des fois, ce qui arrive, curieux, ouais. Par rapport au fait d'être désorienté, c'est par rapport, parce que notre fer de lance, on a un gros spectacle qui s'appelle Le Petit Catalogue, qu'on a joué à Nîmes là, il y a 1 an et demi au Stade des Costières, c'était dans le cadre de la programmation du théâtre Christian Liger, qu'on a joué à Montpellier il y a 5-6 mois en novembre dans le cadre de la ZAT, qui est un festival itinérant là, sur Montpellier. Et là, c'est un peu déroutant pour le spectateur, puisque c'est un très très gros entresort, c'est une usine, c'est les journées portes ouvertes de l'usine. Donc les gens rentrent dans un lieu qui fait grosso modo 1000 m² et où on est en train de travailler, de faire visiter, d'expliquer un petit peu le comment du pourquoi et de montrer tout notre savoir-faire. Donc là, c'est un petit peu déroutant comme spectacle parce qu'il n'y a pas spécialement, on ne va pas s'asseoir et regarder ou on ne regarde pas défiler un carnaval. Il faut se démerder, être curieux et savoir, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe par là ou par ici, et puis on est guidé ou des fois désorienté, et on se fait accaparer par 1 ou 2 ouvriers qui vont nous raconter une petite histoire à l'oreille, de la musique qui démarre d'un côté ou l'autre. Ça, c'est un petit peu désorientant, je ne sais pas si on dit ça comme mot. Ouais, c'est une forme de c'est la forme qui est un petit peu bizarre, qui est hors du commun. D'où l'appellation de manufacture de l'utopie. Voilà. Mais sinon, les machines en elles-mêmes, quand on fait jouer la cymbalobillette, c'est très festif, ça provoque des sourires, de la curiosité aussi, du comment ça marche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche beaucoup, le côté ludique, avec tous les mécanismes apparents, et ce qui fait que, et c'est pas des blagues, un gamin de 10 ans, pour peu qu'il soit un petit peu dégourdi et curieux, il peut vraiment comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est un assemblage de choses très simples. Alors quand il y a beaucoup de choses simples ensemble, ça devient un peu compliqué de comprendre comment ça se manipule. Des fois, il y a un peu d'électricité, enfin, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de plastique dedans, c'est vraiment des choses très très rudimentaires qui s'inspirent, on va dire, du machinisme agricole. C'est un mélange de machines agricoles avec des instruments de musique. Et ça réussit à jouer juste, à tourner rond, et que les musiciens puissent jouer par-dessus sans s'arracher les cheveux. C'est le principe de base. C'est pleinement participatif. Quelle est l'actualité de Dynamogène à l'orée de ce printemps? Alors, donc, les Dignan, alors je ne sais plus la date exactement, c'est le 22, je crois, voilà, c'est ça. Bon, après, on n'a pas trop grand-chose, c'est le début d'année, c'est pas mal de carnaval dans le coin. Sinon, bon, ça c'est l'actualité à rebours. On était au Koweït là, pendant 15 jours, là, il n'y a pas très longtemps, début février. Pour dire, c'est que là, on est très content depuis quelques années de jouer un peu dans le coin et un peu à Nîmes aussi, mais sinon,
il y a eu des années où on jouait plus à l'étranger que dans le coin. Donc là, c'est bien de pouvoir un petit peu montrer ce qu'on sait faire, quoi. C'est aux collègues et aux gens à côté de chez nous, quoi. Sinon, un peu plus tard, par rapport au gros spectacle, le petit catalogue, on va jouer à Lunéville, c'est à côté de Nancy, c'est fin mai, début juin. Et après, le reste, c'est pareil, c'est qu'à l'étranger, on va en Belgique 2 fois, en juillet, en août, et aux Pays-Bas, fin août, début septembre. Et sinon, mais même avec un autre spectacle phare de la compagnie qui s'appelle Monsieur Culbuto, qui était au Koweït notamment. Voilà, qui était au Koweït. Donc ça, c'est une sorte de gros jouet vivant, comme les petits Donald en plastique qui se balancent, sauf que c'est à l'échelle humaine, que ça fait 320 kilos, que c'est une grosse sphère en métal. Et ça, on va jouer en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin... Pour le meilleur et pour le rire. Alors ce n'est pas le premier parce que, alors là on voit déjà les planches, mais il y a déjà La vie de famille est un long fleuve tranquille, il y avait un livre Tout ce que vous avez voulu savoir sur les cathos, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, petit clin d'œil à Jean-Yann si je m'abuse aussi. Beaucoup. Nouvel ouvrage et puis il y en a un prochain qui arrive. Est-ce que c'est difficile de se renouveler en termes d'inspiration? En ce qui me concerne, sans avoir la grosse tête, non, l'inspiration, chez moi, c'est un feu d'artifice. J'ai toujours plein d'idées tout le temps. Donc, non, ça va. Donc, le 6e album est en chantier. Et ce que j'aime bien, c'est retranscrire ce que j'ai vécu dans le quotidien, des souvenirs, et amener de l'humour là où ça paraît quelquefois le plus impossible. Et pour moi, l'humour, c'est vraiment, c'est encore plus important que l'oxygène pour vivre. Le rire, c'est une communion, une communication qui est exceptionnelle. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours essayé de cultiver l'humour autour de moi, de toutes les façons possibles. On a vu quelques planches là, c'est principalement les tranches de vie qui vous inspirent au quotidien ou vous puisez aussi quelques idées dans l'actualité? Oui, les deux, bien sûr. Mais plus, c'est plus le quotidien des personnes qui m'intéresse. Comment, en fait, on arrive à avoir des grandes envolées mystiques ou politiques ou autres sur la vie en société, puis comment le quotidien nous rejoint de façon subtile et humoristique et tire le tapis sous les pieds de celui qui est confortablement installé dans ses idées. Voilà. Alors, lorsque dans votre dernier livre paru l'été dernier pour le meilleur et pour le rire, vous titrez de la sorte, c'est une façon aussi de dégoupiller les choses et de penser, on va dire, différemment en temps de crise, justement pour éviter le pire que nous réserve l'actualité. C'est une façon aussi d'être dans une attitude vraiment positiviste et vraiment aller chercher ce rire pour que les gens vivent mieux. Oui, enfin, je n'ai pas attendu la crise pour faire de l'humour et faire passer ça. Je pense que il y a beaucoup on a beaucoup de prisons intellectuelles qui nous rendent tristes. Et il ne faut pas grand-chose justement pour pouvoir s'en libérer. J'ai eu l'occasion avec mon épouse de partir au Brésil pendant 1 an et de nous occuper des enfants des rues dans les favelas. Et j'ai été très, très frappé de voir que les enfants des rues, qui sont, enfin ceux qui vivent dans des favelas, dans des endroits qu'on ne voudrait même pas pour tout l'or du monde, ces enfants, ils sont joyeux. Ils sont joyeux, quel que soit leur environnement. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on est revenu en France, on voit des enfants dans les cours de récré qui ont des teints blafards, qui ont l'air désespérés, des petits adultes qui attendent plus rien de la vie. Je me dis, on a un problème dans notre société, mais depuis longtemps, ça fait 20 ans. Je pense qu'on a vraiment besoin de se vider, d'évacuer toutes les idées qui nous emprisonnent et dans lesquelles on nous a enfermés sur les bancs d'école, je pense particulièrement. Et puis en plus, c'est pas fini, quoi, avec ce qui nous attend. Je pense que donc c'est le moment d'essayer d'y voir clair et de regarder la vie en face et de ne pas être enfermé surtout dans des idéologies. Alors je disais, c'est une inspiration aussi qui se renouvelle parce que, outre cet ouvrage paru aux éditions Salvator pour le meilleur et pour le rire, déjà disponible, il y a déjà le prochain opus au printemps prochain. Alors, oui, non, avril, là, oui, c'est tout à fait, oui, le printemps. Dans quelques semaines, voilà. Quelques semaines, je suis en train de finir les derniers dessins. Quand un animal rit dans l'animalerie, est-ce que le titre, on va dire, est en lien direct ou bien avec le contenu, ou bien est-ce que finalement, on a vu, il y a des animaux qui sont quand même très souvent dans les scènes familiales. Justement, là, il y aura vraiment que des animaux.
dans celui-là. J'aime bien les animaux, il y a des expressions qu'on arrive à restituer qui sont très, très riches, notamment le crocodile. J'aime beaucoup le crocodile à dessiner parce que avec toutes ses dents, il a un aspect qui est un peu effrayant. Et puis quand on lui donne un air un peu crétin, ça fait un contraste qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le crocodile. Ça montre aussi qu'il ne faut jamais s'arrêter à l'aspect extérieur et que derrière un crocodile, il peut y avoir un être avec une grande générosité d'âme qu'on ne soupçonne pas de... Une morale façon Jean de La Fontaine ou pas? Un petit peu, oui. Oui, dans ce sens-là, oui. On suivra donc avec attention les nouvelles fables d'Yves Guézou, dessinateur et humoriste avec nous pour ce livre pour le meilleur et pour le rire. Et puis à venir, quand un animal rit dans l'animalerie. On va passer à une autre forme d'expression artistique. Elles sont nombreuses au pied du Pont du Gard avec Hervé Ubidos. Merci d'être avec nous Hervé pour évoquer bien cette saison 2014 qui fleurit traditionnellement avec l'arrivée du printemps. C'est le sacre du côté du Pont du Gard avec cette appellation la culture par nature et déjà une programmation 2014 qui a été communiquée, de grands rendez-vous et une programmation qui elle aussi sait se renouveler. Alors se renouvelle avec des grands fondamentaux, effectivement. On a chaque année un public qui vient, qui attend de revoir les mêmes événements et en même temps il faut inscrire de la nouveauté pour à la fois renouveler un peu le fond culturel et artistique. Alors c'est vrai que la programmation a démarré déjà, on va dire, depuis le début de l'année, puisqu'on a des événements, des rendez-vous hors saison. Mais le grand premier rendez-vous de printemps, c'est ce qu'on appelle Garrigue en fête chaque année, qui est un rendez-vous autour du week-end de Pâques et qui propose en fait dans la Garrigue des arts de la rue et puis voilà, grand marché méditerranéen. Donc là, c'est fin avril cette année, c'est le grand premier rendez-vous, on va dire, de printemps. Alors avec des Pâques tardifs, parce que le week-end de Pâques cette année tombe le 20 avril. Donc on aura du beau temps, ce qui est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle, enfin, j'espère. Voilà. Garrigue en fait c'est aussi l'occasion pour tous les Gardois, les amoureux du Pont du Gard et puis même les gens extérieurs de se réapproprier de façon un petit peu populaire ce site. Oui, c'est ancré sur une tradition. À Pâques, c'était la première sortie. On allait déjeuner, manger l'omelette de Pâques. Et on a essayé de le moderniser donc, avec les arts de la rue, alors à la campagne évidemment, mais donc proposer des offres, on va dire, artistiques nouvelles, tout en gardant voilà, l'aspect méditerranéen avec un grand marché, des animations autour de l'environnement. C'est vrai que c'est un événement qui, dans le temps, ça va être la 13e édition, fonctionne énormément. Alors au début avec un public très de proximité, qui petit à petit, la cible s'est ouverte. Et on voit qu'on a des gens d'Avignon, de Montpellier qui viennent plus facilement, qui connaissent maintenant par le bouche à oreille l'événement. On redécouvre sur ces magnifiques images très originales le site du Pont du Gard avec ses 2000 ans d'histoire qui nous contemple. Et c'est vrai, une attractivité touristique qui, année après année, ne se dément pas. Je crois qu'on a largement dépassé le million de visiteurs. On était un peu plus de 1,3 million de visiteurs. C'est vrai qu'on a eu une année 2013 assez importante, bon, malgré la période. Et donc finalement, ça nous conforte un peu dans la stratégie. Et notamment au niveau culturel, puisque c'est aussi une des forces du lieu, c'est de proposer, alors à la fois, c'est revendiqué, une programmation éclectique. Il n'y avait pas de forme artistique prédéfinie au Pont du Gard, donc du coup ça nous permet de proposer des formes artistiques très ouvertes. Et donc d'avoir à la fois un festival de musique actuelle, qui n'était pas forcément au départ facile à mettre en place sur un lieu comme ça, qui marche très bien, ce grand spectacle de nuit, enfin voilà, des publics, qui s'adresse à des publics du coup assez divers, et en même temps avec l'idée de rester populaire dans le bon sens du terme. Émilie Ruat, vous êtes attentive à ce qui se fait en matière de musique actuelle du côté du Pont du Gard? Oui, tout à fait. On a même commencé une collaboration au niveau de tout ce qui est la prévention des risques auditifs, puisque le Pont du Gard a mis en place un village de prévention, c'est une initiative tout à fait intéressante. Et du coup, dans le cadre de nos missions en tant que partenaire d'Agisson, on travaille sur la prévention des risques auditifs. On distribue donc des bouchons d'oreilles au public et également en loge pour la protection de tout ce monde-là. On va revenir sur la programmation. On a vu là des scènes. C'est vrai que le printemps est une période idéale, c'est vrai notamment pour sensibiliser le grand public au niveau du pôle nature, pour l'environnement, vraiment respecter le lieu en tant que tel, à la fois patrimonial et naturel, mais il y a aussi la partie musicale qui est importante. Et puis, on va dire tous les spectacles visuels, pyrotechniques, où là vraiment le Pont du Gard, depuis de nombreuses années, se part de ses plus beaux atours.
Oui, alors on a eu la chance de travailler depuis 5 ans à peu près avec le groupe F. Alors le groupe F, c'est une des sociétés, c'est une compagnie en fait. Arlésienne, de Mastibert. Voilà, de Mastibert et qui travaille dans la plupart des grands pays, qui a fait des ouvertures de Jeux Olympiques, qui a travaillé sur la Tour Eiffel pour pour le passage à l'an 2000. Et effectivement, on a la chance d'avoir cette compagnie à côté qui a souhaité, on a souhaité s'associer à un moment donné, travailler sur des projets. C'était pas facile à l'échelle du lieu. Voilà, et donc ça donne des spectacles et des créations, parce que c'est une création à chaque fois originale et à l'échelle du lieu. Ils sont plutôt réussis. Donc cette année 2014, on aura une nouvelle création. Le thème, c'est le magicien d'eau, donc avec un jeu de mots évidemment sur le thème de l'eau. Et voilà, donc pour eux, c'est presque un lieu d'expérimentation, comme dit toujours le directeur artistique du groupe F, parce qu'ils testent des effets qu'on peut retrouver de temps en temps sur d'autres lieux. Ils interviennent à Versailles, et je crois qu'ils interviennent à Londres aussi l'année prochaine. Voilà, donc on est assez content parce que, alors l'année dernière, c'est vrai qu'on a été, on a été submergé du coup par le public, plus que d'habitude, parce que je crois qu'il y a, le bouche à oreille a fonctionné au bout de 4-5 ans, et maintenant on essaie de redéfinir la forme et la scénographie dans l'espace. Alors ça, c'est une session qu'on retrouvera de façon double les 6 et 7 juin, ainsi que le 13 et 14 juin dans le cadre du spectacle de nuit, les Féeriés du Pont. Mais en reprenant cette appellation, est-ce qu'on est toujours, même lorsqu'on y travaille, année après année, émerveillé par la capacité de renouvellement et d'émerveillement devant le site ainsi mis en scène? Ouais, ça c'est toute la difficulté du groupe F. Du coup, d'arriver sur le même format, le même lieu, à renouveler complètement le contenu. Je crois qu'ils y arrivent. Avec également d'autres rendez-vous tout au long de l'été, déjà quelques jolis noms qu'on retrouvera sur la scène du Pont. Alors Live au Pont, évidemment, ça va être la 4e édition, et c'est alors un rendez-vous maintenant qui devient important au niveau de la scène actuelle. On a sorti quelques noms, il nous manque 4 noms à sortir, notamment en musique électronique. Oui, bon, on est assez content de ce rendez-vous parce que c'était pas évident. On avait construit au fil des ans, tenté des concerts de musique actuelle et musique électronique. Et là, du coup, on est arrivé sur le format du festival, à créer un vrai rendez-vous qui a pris une vraie ampleur l'année dernière. Voilà, donc bon, je peux pas dévoiler les noms ce soir, mais on voit bien on est toujours marqué, on essaie de thématiser les soirées, donc c'est-à-dire une soirée plutôt hip-hop, trip-hop, et une soirée plutôt hip-hop et musique actuelle, et musique électronique, pardon. Voilà, on est un peu dans ces styles-là, devrait arriver encore quelques artistes, et puis les Before qui sont depuis l'année dernière, c'est-à-dire les premières parties des artistes installés dans le Gard ou des artistes issus du Gard. Donc la FEMAG est partenaire. Il y aura un beau concert d'ailleurs à Paloma pour sélectionner les 2 artistes parmi 4 qui ont déjà été présélectionnés. Donc voilà, ça fait un beau rendez-vous qui n'était pas évident sur un site patrimonial, effectivement classé au niveau environnemental et au niveau du patrimoine. Ce week-end de préparation de municipal, le débat est de bon ton, dirons-nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce débat autour de la boîte à outils et de la Fédération des musiques actuelles du Gard? Oui, donc la FEMAG et la boîte à outils se sont associés pour porter un débat et qui est d'abord quelque chose qui se passe au national qui s'appelle La France s'ennuie, avec un jeu de mots sur le titre, donc c'est SANS, annuité. C'est-à-dire qu'il se passe peu de choses la nuit. On part d'un constat, en fait, il y a 3 nuits un peu, on peut les schématiser comme ça, la nuit de repos, la nuit de travail et puis la nuit de fête, de culture et de loisirs. Alors souvent les politiques locales n'ont pas assez pris en compte cette nuit-là, en tout cas cet espace-temps. Donc quand on parle de nuit, on parle de 19h à 5h du matin, comme un enjeu finalement en termes d'emploi, de lien social ou de tourisme ou d'économie. Donc on essaye un peu de sensibiliser l'opinion publique, effectivement à l'occasion des municipales est une des étapes, sur l'enjeu que sont ces lieux de vie et de culture et cet espace-temps. Donc à travers l'ouverture des lieux publics comme des lieux privés et l'idée finalement du vivre ensemble autour de ces 3 nuits. Voilà. Donc arriver à trouver des solutions en termes de transport nocturne, de médiation ou en ayant une politique locale pertinente, en tout cas pour développer cette nuit. Alors c'est une action que vous menez aux côtés du SPAM, du syndicat professionnel des acteurs de musique électronique, un syndicat qu'on n'envoie pas à la poubelle comme les autres SPAM en revanche. C'est très intéressant justement d'interpeller peut-être aujourd'hui les candidats
déjà déclaré potentiel justement, autour d'une question, parce qu'il y a une vraie demande peut-être des populations, en tout cas, ce qu'on appelle les oiseaux de nuit, qui ont envie justement de donner de la vie à tout ce qui pourrait être des scènes, ou en tout cas des lieux de vie et d'expression culturelle. Oui, en fait, la France en nuit est une action nationale. Il y a donc une pétition et une lettre ouverte à signer sur lafranceennuie.org. Et avec la FEMAG, en partenariat avec la boîte à outils, on a décidé de s'en emparer en local, tout simplement parce qu'à Nîmes, on a constaté, on va dire depuis l'automne dernier, une recrudescence des lieux musicaux. Les lieux se sont soit spécialisés beaucoup plus dans les concerts, soit ont ouvert également sur Nîmes, faisant pas mal bouger des jeunes et des moins jeunes, parce que finalement le public de musique actuelle n'est plus si jeune que ça. Et on s'est rendu compte également que ces lieux-là avaient également des difficultés à se pérenniser. Ils étaient en proie à des problèmes au niveau des riverains. Donc c'est toute cette question du vivre ensemble que vient d'aborder Mathieu. Et que du coup, il pourrait être intéressant de mener une action commune. Donc on a fait appel autant aux acteurs culturels, donc les associations, que les exploitants de bars, de cafés-concerts, mais également les usagers, les tout-venants, pour discuter sur une première réunion de concertation, à savoir quelle direction on allait prendre sur ce questionnaire et sur cette action. Et il est parvenu que finalement on ouvrait... Alors c'est toujours les acteurs culturels qui posent la question, mais on ouvrait vraiment sur la problématique de la nuit à Nîmes. Qu'est-ce qui se passe la nuit à Nîmes ? Qu'est-ce que je fais, moi qui travaille de jour, après la fermeture des bureaux à 19h, comment je fais pour aller au resto, boire un verre et puis rentrer chez moi. Il y a la problématique des transports. Souvent, si j'habite en périphérie, que j'ai pas de voiture, à Nîmes, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais le soir ? Où est-ce que je sors ? Est-ce que je me déplace jusqu'à Montpellier ? Je suis sûr que vous aurez des gens qui vont vous appeler pour ce soir et vous ramener à la maison. C'est la raison pour laquelle vous allez venir avec son portable d'ailleurs sur la table. Voilà, donnez-moi votre numéro, je vous appelle pour tout à l'heure. Alors voilà, donc les lieux finalement nocturnes sont aussi une façon de se rencontrer en toute sécurité. Donc voilà, c'est vraiment une action pour vitaliser un petit peu la vie nocturne à Nîmes. On s'est rendu compte bien sûr que cette action pouvait aller encore plus loin, puisque au centre-ville, la vitalisation diurne aussi passe aussi par cette vie nocturne. Et du coup voilà, donc ce questionnaire a été mis en place par environ une trentaine de personnes finalement, coordonné par la FEMAG et la boîte à outils, et proposé à l'ensemble des candidats au municipal. On attend les réponses, qui devrait être publié par voie de presse et également sur les sites de la FEMAG et de la France en nuit. Avec, on imagine, une façon de sensibiliser en fonction des spécificités locales de chacune des villes. Est-ce que vous pensez, en votre fort intérieur, que Nîmes pourrait encore mieux vivre la nuit par rapport peut-être à ce qu'on a connu par le passé ou ce que vous souhaiteriez voir, par exemple ? Moi, évidemment, oui, j'aimerais bien... Je pense qu'il y a un dynamisme ces derniers temps à Nîmes avec l'ouverture de pas mal de lieux de nuit, notamment des bars, des lieux de diffusion. Donc il y a un renouveau, on va dire. Maintenant, il faut qu'il soit encadré et accompagné, en tout cas. Il faut que ça soit une dynamique globale. Il ne faut pas que ça soit une initiative que des lieux privés, mais il faut que toute la ville ensemble puisse trouver des solutions et apporter le soutien aussi à ces activités-là qui souvent sont l'objet de quand dira-t-on, on va dire. Et si on mène cette action, c'est vraiment bien sûr parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel à Nîmes. Déjà, il y a des étudiants, il y a une nouvelle fac qui va être ouverte, donc il faut accueillir ces étudiants aussi en termes de services et de culture, c'est important. Et puis, on a vu arriver aussi un grand établissement de musique actuelle qui est Paloma et qui a permis aussi de revitaliser tout ce tissu local. Nous, on travaille pas seulement sur Nîmes, mais sur le département et on travaille beaucoup avec les artistes émergents, les artistes locaux. Et il faut des lieux aussi pour que les artistes amateurs et en voie de professionnalisation jouent. Il faut des lieux, il faut une vie culturelle. Alors il y en a dans les villages, il y en a un peu partout, mais Nîmes est quand même la ville-centre du département et donc c'est quand même important que ces artistes puissent s'exprimer également. Et on rappelle ce site internet, le www.lafranceennuie.org. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.